j'ai été éduqué en sociologie dans un contexte où il y avait deux grands paradigmes qui s'opposaient dès qu'on parlait de mouvements sociaux. Il y en avait d'autres, il y avait d'autres possibilités de parler de mouvements sociaux, mais les deux paradigmes dominants, Geoffrey vient de le rappeler, c'était d'une part le paradigme de la dite théorie de la mobilisation des ressources, et d'autre part le paradigme que proposait Alain Touraine. C'était vraiment les deux grandes façons de réfléchir. Alors, j'ai peut-être une vision un peu injuste ou un peu caricaturale du premier de ces deux paradigmes. Je suis peut-être un peu trop critique, mais en gros, à mon sens, c'est un paradigme qui s'intéresse au calcul des acteurs, à leur stratégie, et essentiellement à leur stratégie pour pénétrer, à des acteurs sociaux, pour pénétrer dans un système politique, s'y maintenir, y avoir la plus grande influence possible et surtout ne pas s'en faire éjecter. Et donc, le mouvement social, de ce point de vue-là, c'est donc une action stratégique, rationnelle, pensée, instrumentale, si vous voulez, dans laquelle on mobilise des ressources pour pénétrer dans un système politique ou s'y installer ou s'y maintenir. Et évidemment, le grand nom, je tiens à le prononcer parce que c'est quelqu'un qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui était un très grand monsieur. Le grand nom ici, c'est celui de Charles Tilly, qui, à mon sens d'ailleurs, était meilleur historien que sociologue. Son plus grand livre à Charles Tilly, c'est sur la Vendée, d'un côté. Et puis, le deuxième paradigme, qui était celui d'Alain Touraine, c'est l'idée qu'un mouvement social, c'est un mouvement social qui doit être analysé socialement comme la conduite d'un acteur à la fois dominé et dirigé, qui s'oppose à un acteur dominant et dirigeant, je reprends à peu près le vocabulaire de cette époque, pour le contrôle de l'historicité. Je reprends le vocabulaire d'Alain Touraine. L'historicité, c'est-à-dire les orientations principales de la vie collective. Et donc, définition intéressante, ce n'est pas une définition politique, ce n'est pas une définition qui nous parle de rationalité, et c'est une définition qui insiste sur une chose qui est souvent mal perçue, c'est que les acteurs en conflit, dans cette définition du mouvement social, sont en conflit pour contrôler la même chose, pour contrôler le même enjeu. Il y a un enjeu qui est perçu comme étant bien le même des deux côtés du conflit. Pour le dire avec un exemple extrêmement simple, le mouvement ouvrier est en lutte contre, disons-le comme ça, le patronat, contre les maîtres du travail, c'est une bien meilleure expression, pour la même chose. Chacun dit, c'est à moi de contrôler la production industrielle. C'est à moi d'organiser le travail. Alors les patrons disent, mais les ouvriers, si on les laisse faire tout seuls, ils sont paresseux, ils vont fêter la Saint-Lundi, comme on disait, c'est-à-dire qu'ils ne viendront pas travailler le lundi, et c'est parce qu'ils se seront saoulés tout au long du week-end. Et les ouvriers disent, on peut se passer des patrons, ce sont des parasites qui ne servent à rien, c'est à nous de diriger tout ça. Et vous voyez, des deux côtés du conflit, c'est la reconnaissance du même enjeu, c'est l'importance de la production. Alors, ces deux paradigmes s'opposaient, ils s'opposaient même tellement qu'à l'époque, il y avait deux comités de recherche à l'Association internationale de sociologie pour s'occuper des mouvements sociaux. Il y avait le comité théorie de la mobilisation des ressources et le comité sociologie à la Touraine, pour le dire comme ça. Et c'était la guerre. C'était la guerre. Je crois que c'est encore deux comités, mais pour des raisons qui sont plus aussi nettement intellectuelles. Et c'était la guerre, sauf que de temps en temps, on trouvait quelqu'un qui disait « moi, j'ai un pied dans chacun ». Et en particulier, parce que c'est un sociologue important dans nos affaires, Alberto Melucci. Alberto Melucci, qui est un sociologue italien qui est mort il y a quelques années, 4-5 ans, nous disait très clairement « moi, je suis dans les deux comités ». Et d'une certaine façon, il avait intellectuellement raison. Les deux paradigmes ne sont pas nécessairement contradictoires. Ils peuvent être complémentaires. Ils sont différents. Ils ne nous parlent pas en réalité exactement de la même chose. Et donc plutôt que de dire il y a une école théorique qui a raison contre une autre école théorique, je préfère dire avec le recul du temps, peut-être en vieillissant et en m'assagissant, non, il y a en réalité deux types de préoccupations, deux types de questionnements qui sont différents mais qui peuvent très bien se compléter. J'ajouterais simplement que ce qui faisait peut-être la force à l'époque de la problématique générale d'Alain Touraine, c'est que le paradigme à la Tilly pouvait trouver sa place à l'intérieur de la construction théorique beaucoup plus générale que nous présentait Touraine. On pouvait très bien dire, au niveau politique,
peut-être qu'il faut appeler les choses autrement, mais c'est vrai qu'il faut interroger les conduites dans lesquelles les acteurs calculent, mobilisent des ressources, etc. Ça pouvait trouver sa place dans une vision plus large. Enfin bref, voilà, moi j'ai été élevé là-dedans, les choses ont évolué, et surtout, les mouvements sociaux eux-mêmes ont changé. Mais avant de dire que les mouvements sociaux ont changé, je voudrais insister sur un point théorique. Je me situerai donc à partir de maintenant dans les problématiques tourainiennes, Alain Touraine. Pas du tout pour critiquer l'autre problématique, mais c'est parce que c'est ma famille de pensée, et c'est donc, je vous demanderai, quelles que soient vos orientations, d'accepter d'entrer dans cette famille de pensée. Après, on discute autant que vous voudrez. Mais je vous invite donc à rentrer dans cette famille de pensée. Il y a un point qui est important et qui mériterait qu'on précise un peu le vocabulaire. C'est que quand on accepte de parler théorie du mouvement social, le concept de mouvement social est très abstrait. Le mouvement social à la Touraine, c'est une signification de l'action parmi d'autres concrètement. Qu'autrement dit, si tout à l'heure dans la rue, des gens défilent sous nos fenêtres et disent nous voulons, alors je rêve, nous voulons premièrement une hausse de salaire, deuxièmement que la loi soit complètement changée en ce qui concerne les retraites et la sécurité sociale, et troisièmement, nous voulons que les ouvriers prennent vraiment le pouvoir. Imaginez qu'on entende quelque chose de cet ordre. C'est à eux de diriger toute la société. On a trois significations différentes. La première est plutôt de bas niveau de projet. Ce n'est pas une façon de la disqualifier. Vouloir une augmentation de salaire, c'est très important. Mais ce n'est pas mettre le pays dans un processus de grand changement. La deuxième est déjà plus élevée. Nous voulons de nouvelles lois. Donc là, on se situe à un niveau plutôt politique. Et puis la troisième, elle est encore plus élevée. Nous voulons diriger toute la société. Eh bien, l'idée de mouvement social, premièrement, c'est une signification parmi ces trois-là, c'est-à-dire, c'est la plus haute. C'est celle dans laquelle l'acteur met en cause les orientations générales de la société. Dans la pratique, tout se mélange. Tout est mêlé, tout est confus. Dans l'analyse sociologique, on doit pouvoir différencier analytiquement les niveaux, ou les registres, ou les significations. C'est le premier point théorique. Et le deuxième point théorique, n'ayez pas peur, je ne vous casserai pas trop les pieds avec ça, mais je voulais juste insister. C'est qu'il ne faut pas confondre un mouvement social et une révolution. Et je le dis parce qu'évidemment, on va parler de ça tout à l'heure. Un mouvement social, c'est une conduite conflictuelle. L'acteur dominant, nous dit Touraine, s'oppose à l'acteur dominé. L'acteur dirigeant à l'acteur dirigé, c'est le même. Bon. Alors qu'une révolution, c'est le plus haut niveau possible, dans cette vision des choses, c'est le plus haut niveau possible d'une conduite de crise. Il y a révolution parce que la situation révolutionnaire, et en général parce que l'État lui-même est dans une situation de décomposition ou de déstructuration. Alors, un mouvement social, vous voyez, c'est une signification parmi d'autres, premièrement, et c'est une signification qui nous tire du côté d'un rapport conflictuel et non pas du côté d'une conduite de crise. Vous voyez que c'est quelque chose d'un peu spécial, d'un peu limité, et que dans la pratique, tout se mélange. Je donne un énorme exemple historique. Si vous êtes dans la Russie de 1917, vous avez d'un côté les ouvriers, c'est vrai, mobilisés, des syndicats, une action proprement ouvrière. Et puis vous avez d'un autre côté un pays dont le régime est totalement décomposé, qui est en train de perdre la guerre face à l'Allemagne. Le génie de Lénine, c'est de dire on va faire la paix avec l'Allemagne et on va prendre le pouvoir d'État. Et donc le génie de Lénine, c'est de comprendre que la situation est révolutionnaire et de s'appuyer sur le mouvement social. Mais il y a en même temps du mouvement social ouvrier et une situation de crise révolutionnaire. Il y a les deux en même temps. Et évidemment, dès que la révolution l'aura emporté, le mouvement social sera détruit par elle. Les syndicats ont très vite été, non pas interdits, mais transformés en, comment dirais-je, en pur instrument au service du pouvoir du parti. Donc je voulais insister sur ces points-là. Ne mélangeons pas tout. Un mouvement social, c'est une signification parmi d'autres et qui renvoie à l'idée d'un conflit. Alors, je voudrais maintenant parler en termes un peu plus concrets de ce qu'on vient de vivre en un demi-siècle. Moi, j'ai commencé la recherche en sociologie, début des années 70, dans un moment historique bien particulier.
C'était le moment où nous étions en train de sortir d'une époque, d'une ère, si vous voulez, dans un pays comme la France, qui était une ère industrielle, et en train d'entrer dans une nouvelle ère, peut-être dans un nouveau type de société, qu'à l'époque, aussi bien Daniel Bell qu'Alain Touraine, avec une conception d'ailleurs assez différente des choses, avaient appelé la société post-industrielle. Pour Bell, la société post-industrielle, c'était plutôt une extension de la société industrielle. Pour Touraine, la société industrielle, c'était un autre type de société. Et l'idée était la suivante: la société industrielle a eu, avec le mouvement ouvrier, son mouvement social. Eh bien, peut-être que l'entrée dans un nouveau type de société, post-industrielle, c'est l'entrée dans un type de société où il y a un autre mouvement social. Et cet autre mouvement social, il a été assez vite appelé dans la littérature sociologique les nouveaux mouvements sociaux. Donc moi, je suis arrivé, si je puis dire, aux sciences sociales ou à la sociologie, dans un contexte où l'on voyait décliner le mouvement social de l'ère industrielle et se mettre en place, c'était ce que nous pensions à l'époque, le mouvement social de la nouvelle période qu'on appelait les nouveaux mouvements sociaux. En réalité, Touraine parlait son article, qui est le point de départ de tout ça, s'appelait les nouveaux conflits sociaux. Et je ne sais pas comment on en est venu à utiliser l'expression de les nouveaux mouvements sociaux. Donc, jusque dans les années 60, le mouvement social, c'est le mouvement ouvrier. Fin des années 60, ça commence avec mai 68, et ensuite, le mouvement social, ce sont les nouveaux mouvements sociaux, c'est-à-dire un ensemble de luttes à l'intérieur desquelles on croit pouvoir observer la présence de cette signification singulière que j'ai évoquée il y a un instant. Alors, quelles sont ces luttes ? Ça commence avec le mouvement étudiant, mais il y a aussi les mouvements antinucléaires ou écologistes, je ne rentre pas dans le détail de tout ça, les mouvements de femmes, et peut-être, Geoffrey a eu l'amitié ça doit bien être le seul sur cette planète à se souvenir que j'avais travaillé sur les mouvements de consommateurs, peut-être les mouvements de consommateurs, peut-être les mouvements urbains, que sais-je. Enfin bref, on cherche les mouvements régionalistes aussi, le mouvement occitan, le mouvement breton pour la France, et on se dit c'est ça les nouveaux mouvements sociaux. Ça c'est la deuxième phase. Et puis dans les années 70, tout ça se casse la figure. Tout ça retombe. En particulier, mouvement antinucléaire, mouvement de femmes, à la fin des années 70. J'ai vécu la fin du mouvement antinucléaire de cette époque-là dans une conjoncture politique, car la politique pèse très lourd sur la façon dont se transforment les mouvements sociaux, dans une conjoncture politique bien intéressante, et je vais vous raconter quelque chose qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire de la sociologie, en France, au moment où la gauche parvenait aux affaires. C'était la fin du mouvement antinucléaire pour de longues années. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant que la gauche parvienne aux affaires en 1981, François Mitterrand et le Parti socialiste avaient mis en place une commission chargée de réfléchir au nucléaire, au programme électronucléaire français. Et cette commission, présidée par Alain Touraine et à laquelle participaient vraiment des gens très très importants, était arrivée à la conclusion qu'il ne fallait pas continuer le programme électronucléaire français. Et donc les socialistes avaient une commission du Parti socialiste qui était arrivée à cette conclusion. François Mitterrand est élu président, le Parlement devient un Parlement dominé, comme on dit Dominique Mel et Monique Dagneau, par une élite rose. Et la première chose qu'a faite pratiquement ce nouveau pouvoir, c'est d'aller chercher, je crois que c'était Flammarion, là je me trompe peut-être de maison d'édition, d'aller chercher le rapport qui venait d'être imprimé et qui n'était pas encore en vente de la commission du Parti socialiste sur le nucléaire, qui aboutissait à la conclusion qu'il fallait arrêter tout ça, d'aller le prendre et de le pilonner, c'est-à-dire de le détruire. Et ensuite, comme vous le savez, le programme nucléaire a continué sa vie. Et donc le mouvement antinucléaire s'est un peu effondré. Très intéressant. Et pour moi, je peux dire le seul livre d'Alain Touraine, parce que c'est lui qui avait tout rédigé, le seul livre d'Alain Touraine, je crois, que je ne possède pas, c'est ce rapport, parce qu'il a été détruit. Donc vous voyez comment un pouvoir prend des décisions extrêmement intéressantes. Donc le rapport aux politiques est toujours une question intéressante quand on veut réfléchir à la façon dont évoluent les mouvements sociaux. Bref, les mouvements sociaux de ces années, du début des années 70, se décomposent, retombent. On pourrait en parler pendant des heures, ce n'est pas l'objet principal de ce dont je veux vous parler. Et
arrive la troisième époque, me semble-t-il, à la fin des années 90, qui est l'époque de... Alors là, je suis sur le territoire de Geoffrey Players, l'époque des ce qu'on peut appeler les mouvements globaux, altermondiaux, etc. Donc là, on rentre dans la troisième génération, si vous voulez, ou la deuxième génération des nouveaux mouvements sociaux, ou la troisième génération des mouvements sociaux d'après-guerre. Et donc là, ce sont des mouvements assez différents, et il n'y a pas que ça, bien sûr, mais je crois que ce sont les choses les plus intéressantes qui soient, c'est-à-dire des mouvements qui présentent, je ne rentre pas dans l'analyse du tout, mais un certain nombre de caractéristiques nouvelles par rapport aux nouveaux mouvements sociaux des années 70. Et je pense que là encore, il faut accepter l'idée que la politique, et là, la très grande politique, a beaucoup joué pour affaiblir ces mouvements globaux, même si je ne pense pas qu'ils soient morts. Mais je pense qu'en particulier, nous faisions ensemble un séminaire à quelques-uns, Yvon était là aussi, Yvon Le Bot était là aussi, nous faisions un séminaire dans ce contexte historique des attentats du 11 septembre 2001 et de la guerre contre le terrorisme décrétée par l'administration Bush. Je pense que cette période historique a beaucoup affaibli ces mouvements altermondialistes et qu'on est passé à autre chose, ça les a déstructurés, on peut en discuter, mais ce n'est pas l'objet de ce dont je veux parler. Mais qu'en tout cas, cette troisième époque, première époque mouvement ouvrier, deuxième époque nouveaux mouvements sociaux, troisième époque mouvement interglobaux, si on peut dire, ou altermondialistes, je pense que cette troisième époque est un peu derrière nous, non pas qu'il n'y a plus de mouvement, mais qu'on est rentré dans quelque chose d'autre, et qu'on est rentré dans une, alors je ne sais pas si vous la troisième ou quatrième époque, une nouvelle époque des mouvements sociaux, peut-être, et une nouvelle époque qui n'est pas seulement marquée par deux types de luttes dont je vais vous parler. Alors j'appellerais lutte l'action concrète, j'appellerais mouvement social la signification particulière qui nous intéresse. L'idée ne vient pas de moi, c'est Manuel Castells qui avait proposé ça il y a au moins 30 ou 35 ans, parler de lutte pour rendre compte de l'action concrète. Je pense que nous avons été nombreux à nous poser la question de savoir si, dans les luttes nouvelles qu'on voyait, il n'y avait pas à mettre ensemble dans la réflexion deux types de mouvements. Ce qui se passe d'un côté avec les mobilisations dans le monde arabe et musulman, et ça ne commence pas seulement avec la Tunisie, je pense que c'est commencé plus tôt, mais d'un autre côté, mettre ça en relation avec tous ces mouvements qu'on peut appeler des mouvements d'indignés, qui sont pourtant extrêmement différents. Alors, Indignados, Espagne, Chili, Israël, Occupy Wall Street, et puis certainement beaucoup d'autres. Et donc, on a beaucoup vu ces deux types de luttes, et je le dis tout de suite parce que j'aurai pas le temps, je pense, d'y revenir. Mais il n'y a pas que ça aujourd'hui. Si vous allez en Chine, il y a énormément de mouvements, je ne suis pas un expert, mais enfin j'ai lu des articles, il y a énormément de mouvements qui sont plutôt des mouvements urbains, mais il y a aussi des mouvements dans les campagnes, qui sont des mouvements de gens qui protestent en particulier contre la façon dont le parti dirige la société, gère l'immigration, etc. Donc il y a des mouvements qui ne sont ni des mouvements d'indignés, ni des mouvements propres aux pays arabes et musulmans. Et puis je parle... Où est-elle, Madame Delgado, qui est ici devant Déborah Delgado, je parle devant elle. Il se passe aussi des mouvements bien intéressants dans des parties du monde qu'on n'a pas forcément conscience, ou qu'on n'a pas forcément le souci d'intégrer dans une seule et unique responsable sur les nouveaux mouvements, enfin sur les mouvements sociaux contemporains, qui sont ces luttes dans lesquelles, et c'est passionnant, elle m'en parlait encore hier, dans lesquelles peuvent se croiser, pas nécessairement, mais peuvent se croiser deux types d'acteurs pourtant extrêmement différents, ceux qui veulent se mobiliser sur l'environnement, qui pensent à l'échelle de la planète, et ceux qui veulent se mobiliser pour défendre leur tradition paysanne locale en Amazonie. Autrement dit, ce qui est le plus traditionnel apparemment, des paysans ou des Indiens, disons des indigènes qui veulent défendre leur mode de vie, etc., qui font alliance en quelque sorte, ou qui sont susceptibles de faire alliance avec ce qu'il y a de plus, non pas novateur, mais enfin disons de plus moderne, qui sont ces mouvements environnementalistes, écologistes, etc. Tout ça se rencontre. J'étais il n'y a pas très longtemps au Pérou, on m'a dit arrêtez de parler uniquement des mouvements andins, regardez maintenant ce qui se passe en Amazonie. Bon, donc, voilà. Et donc, je dis ça, il y a certainement d'autres cas que je laisse de côté. Ne soyons pas obnubilés par l'idée qu'il faut parler uniquement, et les mettre dans la même réflexion, des mouvements dans le monde arabe et musulman et les mouvements d'indignés. Mais ce sera quand même le cœur de ce que je vais vous présenter, parce que c'est là-dessus que j'ai plus réfléchi, mais avec cette limite que je veux tout de suite dire, évoquer que si on s'intéresse aux mouvements sociaux,
il ne faut pas se limiter à ces deux seuls types de lutte. Alors, dans un texte qui était sorti il y a 3 ou 4 ans, je ne rentre pas là dans le détail là encore, j'avais indiqué comment le passage du mouvement ouvrier aux nouveaux mouvements sociaux et des mouvements sociaux aux nouveaux mouvements sociaux à la player, si je peux dire, comment ce passage, me semble-t-il, posait des questions parce que les catégories pour analyser le mouvement social étaient de plus en plus difficiles à utiliser. Et si je simplifie à l'extrême, premièrement, il me semble que, première caractéristique, il devenait de plus en plus difficile d'identifier clairement un adversaire social du mouvement. Quand on dit le mouvement ouvrier, on dit en face les patrons. Quand on dit le mouvement antinucléaire, on a déjà beaucoup plus de peine. Et puis au bout d'un moment, on dit les technocrates qui nous imposent leur conception de ce que doit être l'énergie dans un pays comme le nôtre. Et puis alors quand arrivent les mouvements altermondialistes, alors là, ça part un peu dans tous les sens. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu moi. Je vais un peu trop vite, bien sûr. Mais enfin, l'image de l'adversaire n'est pas clairement identifiée. C'est pas seulement le grand capital ou la haute finance, c'est pas seulement les multinationales, c'est pas seulement les États, enfin, on a de la peine à identifier clairement un adversaire. Donc, premièrement, le paradigme initial devient plus difficile à mettre en œuvre sur ce point. Et puis, deuxièmement, il y a d'autres différences, mais j'insisterai là-dessus. On a le sentiment que ces mouvements, plus ils se rapprochent des temps actuels, plus ils sont globaux. C'est-à-dire, plus pour y réfléchir, il faut sortir du cadre de l'État-nation. Non pas pour dire que ça n'existe plus, qu'il n'y a plus de nation, qu'il n'y a plus... Non, mais pour dire la compréhension de l'acteur impose de réfléchir globalement. Et c'est évident quand on regarde les mouvements altermondialistes, justement. Alors, c'est à partir de là que je voudrais commencer à réfléchir donc à ces deux types de lutte et à l'éventuelle présence en leur sein que sont d'un côté les mouvements de type indignados et de l'autre côté les mouvements dans les sociétés du monde arabe et musulman. Alors ici, et c'est le papier que donc évoquait tout à l'heure Jeffrey Players, ici il me semble qu'on peut formuler 3 grandes hypothèses. Si on prend juste ces 2 catégories de lutte, je ne vais pas au-delà. On peut envisager au moins 3 hypothèses. Première hypothèse, l'idée d'utiliser un concept de mouvement social pour analyser ces nouvelles luttes ou ces luttes contemporaines, c'est une idée qui ne marche pas du tout parce qu'on n'est plus du tout dans l'univers des mouvements sociaux. On est dans un monde où il ne peut plus y avoir de mouvements sociaux. Peut-être même dans un monde où il ne peut plus y avoir d'action collective en dehors de conduites un peu particulières, de violence, de rupture, de quelque chose qui va vers la révolution. On est peut-être dans un monde qui n'est pas seulement la fin de l'histoire dont parlait Francis Fukuyama en 1989 quand le mur de Berlin est tombé. On est peut-être dans un monde que Colin Crouch a appelé post-démocratique. On est peut-être entré dans la post-démocratie, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles l'idée même d'action collective pouvant avoir un impact politique ou être liée à la politique devient absurde, parce qu'en réalité tout le monde se fiche de la politique, je simplifie, et qu'elle est abandonnée, sous les apparences de la démocratie, aux partis, à leurs leaders, aux médias, aux instituts de sondage, aux experts, mais que dans cet univers-là, il y aura de moins en moins des mouvements sociaux, sauf des conduites de révolte soudaine, des conduites un peu convulsives. Ça, c'est une première hypothèse, je dis tout de suite, c'est pas la mienne, mais on peut au moins savoir qu'elle existe. La seconde façon de réfléchir consiste à dire, on pourrait ou on peut parler de ce mouvement social, mais à la condition de reconstruire complètement un concept. Car aujourd'hui, l'idée de mouvement social implique de repenser l'idée de conflit, de retrouver le sens du conflit, de le reformuler, puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'image d'un rapport conflictuel entre acteurs dominants, etc., devient plus difficile. Donc il faut peut-être repenser l'idée de conflit, et peut-être même l'idée de conflit propre à un certain type de société.
peut-être même d'ailleurs faut-il se reposer la question de qu'est-ce que c'est qu'une société? Est-ce que nous pouvons encore accepter l'idée de société? Ceux d'entre vous qui s'intéressaient au travail d'Alain Touraine, vous savez peut-être qu'en ce moment, il est en train de construire tout un raisonnement pour nous dire il faut abandonner l'idée de société. Ce qui est assez intéressant, parce que s'il n'y a plus de société, il faut que notre discipline change de nom. Et qu'on s'appelle peut-être autrement que sociologue. Mais enfin bon, ça est bien intéressant. Mais en tout cas, voilà. Donc l'idée qu'il faut repenser tout notre outillage théorique, et à l'intérieur de tout cet outillage théorique, repenser un concept de mouvement social. Et puis on peut introduire une troisième façon de réfléchir, qui sera un peu celle que j'aurais tendance à privilégier, qui est une façon de réfléchir qui tienne compte du changement historique, et qui consiste à dire quelque chose comme, je parle de façon comme ça un peu approximative, nous avons vécu une époque dominée par un mouvement social, le mouvement ouvrier, ça c'est clair, je crois que personne ne le conteste. Ce mouvement a décliné, et nous sommes entrés ensuite dans une longue période de transition ou de mutation. Il faut se méfier des gens qui parlent de transition, ils ont plutôt de mutation. Parce que on est toujours en transition, on est toujours en train de changer. Dans une longue période de mutation, dans laquelle le nouveau mouvement social n'est peut-être pas encore là, et dans laquelle on a donc vu des formes de lutte impliquant ou comportant du mouvement social, mais qui étaient des formes hybrides, dans laquelle se mêlaient l'ancien et le nouveau, dans laquelle les acteurs n'étaient pas encore en mesure de se constituer de telle sorte qu'ils puissent vraiment inventer le mouvement social d'une nouvelle époque. Nous sommes peut-être, c'est une image que j'aime bien utiliser, donc vous m'excuserez si vous m'avez déjà entendu l'utiliser, nous sommes un peu comme si nous étions en 1820 ou 1830, et que nous voyons d'un côté des ouvriers qui cassent des machines, d'un autre côté des gens qui disent on va faire un syndicat, d'un autre côté encore des intellectuels qui se réunissent dans des chambres de bonne ou dans des bars, des pubs, pour réfléchir à ce que pourrait être le socialisme. D'un autre côté encore des gens qui disent qu'il faut faire la grève générale. Enfin, ça part un peu dans tous les sens, sans la moindre unité. Et puis en 1890 ou 1895, tout ça trouve en France son unité, plutôt en Angleterre, mais pas. Tout ça trouve son unité, on peut commencer à parler de mouvement ouvrier. Donc nous sommes peut-être au début d'une longue période, au cours de laquelle les choses s'inventent ici ou là, montent, descendent, hésitent, s'articulent, se désarticulent, etc. Et peut-être qu'un jour, mais peut-être que non, ces choses-là pourront se cristalliser pour donner une image beaucoup plus forte d'un mouvement social propre à une nouvelle période. Et donc moi je serais assez tenté par ce genre d'image, c'est-à-dire que je ne crois pas que les luttes que nous observons aujourd'hui nous donnent déjà l'image d'un acteur, mouvement social, bien constitué, bien construit, et indiquant clairement qu'on est rentré vraiment dans une nouvelle ère. Alors, un point maintenant important sur lequel je voudrais beaucoup insister. Toute cette sociologie des mouvements sociaux et des mouvements sociaux, même si elle était portée par des gens qu'on ne peut absolument pas accuser d'ethnocentrisme, de centration sur eux-mêmes, etc., mais quand même, toute cette sociologie-là était une sociologie particulière et non pas générale, car c'était une sociologie qui se construisait à l'intérieur d'un nombre limité de sociétés et pour un nombre limité de sociétés. Il ne faut pas raconter d'histoire. La sociologie de la société industrielle n'aidait pas à comprendre grand-chose à tout ce qui se passait en Afrique. Elle n'aidait pas à comprendre ce qui pouvait se passer dans des pays non industriels. C'était une sociologie née au sein des pays qui ont inventé la sociologie, c'est-à-dire en gros Europe et Amérique du Nord, un peu Amérique latine, mais déjà pour l'Amérique latine, parler de société industrielle, c'était souvent assez excessif. Et donc cette sociologie, sans être portée par des acteurs qu'on pouvait soupçonner par des penseurs qu'on pouvait soupçonner d'ethnocentrisme, était pourtant une sociologie limitée, car ne pouvant pas rendre compte, me semble-t-il, de choses qui s'éloignaient du lieu et du moment historique où elle se constituait. Et il me semble qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important, parce que nous sommes sortis de là, nous sommes en train d'en sortir, et que nous devons maintenant, Jeffrey Plegars l'a dit d'une certaine manière, prendre acte que nous sommes dans un tout autre monde,
que ce monde qui était encore le monde de la guerre froide, le monde des sociétés industrielles, enfin de certaines d'entre elles, et le monde de l'hégémonie intellectuelle de l'Occident. Il faut le dire comme ça aussi, je peux faire des choses assez brutalement. Nous ne sommes même plus dans un monde post-colonial, comme certains veulent le dire. Moi, je pense que nous sommes en train de sortir, ou d'essayer de sortir du post-colonialisme. Simplement, je constate d'ailleurs que la France a beaucoup plus de difficultés de sortir du post-colonialisme, de digérer la guerre d'Algérie, par exemple, que bien des sociétés qui ont été coloniales ou colonisées. Mais ça, c'est un autre problème. Et donc, alors on peut dire, on est aujourd'hui dans un monde qui n'est plus colonial, dans un monde qui est donc post-colonial, enfin bref, un monde multipolaire, et un monde en particulier où la sociologie des mouvements sociaux est une sociologie qui peut être faite par des acteurs des sociétés concernées, sans du tout qu'il faille s'inquiéter de l'idée que la pensée doit être uniquement occidentale ou ce genre de choses. Je vais vous le dire de façon imagée, c'est une expérience, je l'ai racontée une fois ou deux déjà, donc certains d'entre vous m'ont peut-être entendu l'évoquer, mais pour moi, ça a été quelque chose de formidable. Un jour, j'étais en Chine, il y a 5-6 ans, au même 7-8 ans, et je rencontre un sociologue, un collègue chinois, remarquable, dans une des meilleures universités de Pékin, qui me dit dans un anglais meilleur que le mien, voilà, moi je m'intéresse à la sociologie de l'intervention sociologique. Donc c'est une sociologie qui a été faite pour étudier les mouvements sociaux. Et cette sociologie de l'intervention sociologique, j'ai regardé la littérature sociologique à l'échelle de la planète, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un auteur important, c'est Alain Touraine. Le reste, les gens qui font de l'intervention, ça me semble moins intéressant. Donc j'ai lu Alain Touraine. Et il conclut, c'est ça qui m'a plu, et il conclut en disant, il y a juste une petite différence. La sociologie de l'intervention de Touraine est faible. Ma sociologie de l'intervention est forte. Alors, j'étais vraiment très impressionné. Je rentre à Paris et je tombe sur Touraine. Alors je me dis, ça va l'amuser. Donc je lui raconte ça. Ça ne va pas amuser du tout. Donc, grande discussion, et il m'explique qu'à son sens, ce collègue chinois est dans l'erreur, n'a pas bien compris ce qu'il faisait, etc. Enfin, bref. Il se trouve que j'ai revu ce collègue chinois quelques temps après, et je lui dis, tu sais, enfin, en anglais, on ne sait pas si on tutoie ou on vous voit les gens, ta sociologie, Touraine n'était pas content, etc. Enfin, bon, je te raconte un peu cette conversation avec Touraine, et il me dit, mais il y a un malentendu, je pense, écoutez bien l'idée, je pense que quand la société est forte, il faut des méthodes faibles, et quand la société est faible, il faut des méthodes fortes. Donc j'utilise une méthode d'intervention sociologique forte pour étudier les mouvements sociaux en Chine, ou les luttes sociales en Chine, puisque la société est faible, et en France, la société est forte, c'est un peu son nuage, donc il valait mieux une méthode faible. Alors je vous raconte ça pourquoi ? C'est pour vous dire, aujourd'hui, en Chine, mais je pourrais dire la même chose pour tellement d'autres sociétés, d'autres pays, aujourd'hui, en Chine, il existe des sociologues qui développent des démarches intellectuelles intéressantes, plus ou moins novatrices, des chercheurs qui sont ancrés dans leur société, qui ne sont pas du tout à la traîne de l'Occident, mais qui en même temps veulent participer au débat international et au meilleur niveau. C'est ça qui me semble important. Qu'autrement dit, c'est fini l'époque où penser les mouvements sociaux ne pouvait se faire que depuis Paris, San Francisco, Londres ou Rome. Enfin, je simplifie un peu. Non, on a des gens qui peuvent penser les mouvements sociaux partout dans le monde, dans des sociétés où la sociologie se construit de manière responsable et autonome. Ça, ce sont des choses très importantes. Alors, à partir de là, il me semble que nous pouvons commencer à réfléchir autrement à ces luttes d'indignés d'un côté, réfléchir à ces luttes d'indignés et à ces luttes dans le monde arabe et musulman. Je voudrais juste dire, parce que je connais bien les travaux je ne sais pas si vous l'avez entendu déjà, de Farhad Khosrow-Khavar, s'il participe, mais il faut lire les travaux de Farhad Khosrow-Khavar. Il a montré qu'avant que ça commence en Tunisie, vous vous souvenez, le fameux suicide de ce garçon qui a déclenché le mouvement, il y avait eu en Iran un mouvement très important, le mouvement vert, en 2008, qui est un mouvement qui préfigurait déjà les mouvements tunisiens, etc. C'est-à-dire un mouvement de gens qui ont dit, nous on conteste, on proteste, on n'accepte pas
les résultats électoraux, c'est la corruption, etc. Et il y a eu une très très forte mobilisation, quelque chose qui avait quelque chose à voir avec le refus d'un pouvoir dictatorial dans un pays musulman, un peu comme dans d'autres pays. Et donc avant la révolution de Jasmin en Tunisie en décembre 2010, il y a eu au moins ce mouvement. Peut-être même y a-t-il eu d'autres choses avant, mais bon. Quant aux indignés, je pense que c'est très intéressant de voir le nom de ces mouvements, car il a été propulsé par un petit livre de Stéphane Hessel, dont je pense ici tout le monde a entendu parler, Indignez-vous. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre de Stéphane Hessel, qui a été un succès mondial, mais d'abord un succès français, a été publié dans un pays où il n'y a pas eu de mouvement d'indignés, mais où donc on a inventé en France l'idée de s'indigner, le mot, mais c'est ailleurs que ce mot a été repris et que ça s'est fait. Et c'est d'ailleurs une question qui n'est pas inintéressante. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ce type de mouvement en France? Alors, qu'est-ce qui me semble intéressant? C'est de réfléchir d'abord à deux hypothèses que nous pouvons, je crois, écarter en ce qui concerne ces mouvements. La première hypothèse, c'est celle qu'a proposée en France un philosophe dont vous avez certainement connaissance du nom, Alain Badiou. Alain Badiou a dit ce qui se passe, en particulier dans le monde arabe et musulman, c'est le réveil de l'histoire. Donc c'est tout le contraire de la fin de l'histoire prophétisée par Francis Fukuyama, et c'est tout simplement, chez Badiou, c'est l'idée que c'est la révolution qui est en marche. Alors, je ne le crois pas, mais en tout cas, il faut prendre cette hypothèse aussi. Je ne pense pas que l'on puisse dire que nous sommes entrés dans une phase véritablement révolutionnaire. Mais il faudra discuter du sens du mot révolution. En tout cas, si on cherche du mouvement social, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas accepter l'idée que ces mouvements se ramènent entièrement à l'idée de révolution. Pourquoi est-ce que je ne pense pas qu'on puisse ramener tout à l'idée de mouvement de révolution, et pourquoi je pense qu'on peut parler de quelque chose qui a à voir avec des mouvements sociaux dans ces affaires arabes et musulmanes? C'est que ces mouvements n'ont pas voulu, comme le veulent classiquement les révolutions, prendre le pouvoir d'État. Ce n'était pas l'objectif. Ces mouvements ont voulu instaurer la démocratie et donc créer les conditions de la démocratie et de l'existence à partir de là, d'eux-mêmes comme acteurs. Vous me direz, mais il y a eu de la violence, regardez la Libye, regardez la Syrie. Je dirais que la violence n'est pas une violence révolutionnaire, c'est d'abord la violence d'État. C'est d'abord la violence des dictatures à laquelle les gens ont répondu, éventuellement en devenant eux-mêmes acteurs violents, mais la violence n'est pas venue de ces mouvements. C'est donc une première hypothèse, et moi je pense qu'on est si loin de l'idée de révolution que je suis parfois tenté d'écouter un peu des gens qui disent, c'est la deuxième hypothèse, mais je vais la refuser aussi, qui disent exactement le contraire. Non seulement c'est pas une révolution, ce ne sont pas des mouvements révolutionnaires, mais ce sont, nous disent certains, des mouvements de classe moyenne, des mouvements de petits bourgeois qui veulent non pas libérer l'humanité tout entière, etc., mais des gens qui veulent retrouver une position sociale convenable, des études satisfaisantes pour leurs élèves, etc. Et cette hypothèse est surtout développée, non pas pour les mouvements arabes et musulmans, encore que je l'ai entendu, mais surtout pour tous ces mouvements du type indignados. Il est vrai que, je ne suis pas un grand expert, mais si vous regardez ce qui s'est passé au Chili, ce qui s'est passé en Israël, pour prendre ces deux situations, c'est vrai que cette dimension pouvait donner l'impression d'être importante. Les étudiants chiliens qui se sont mobilisés, et qu'on a perçus comme étant indignés, ces étudiants chiliens, en gros, si je simplifie à l'extrême, je dirais, l'université chilienne était totalement élitiste et fermée. Elle s'est ouverte depuis 20 ou 30 ans à beaucoup de monde. Donc les couches moyennes ont pu accéder à l'université massivement. Et puis elles ont peur, dans la conjoncture présente, elles ont peur parce qu'on va augmenter les droits d'inscription, ce genre de choses. Elles ont peur d'être à nouveau exclues de l'université ou de l'accès aux études supérieures, et elles se mobilisent de cette manière-là. C'est des mouvements de petits bourgeois. C'est ce que j'ai entendu. Je pense que c'est excessif, que c'est injuste. Je voulais juste donc signaler ce genre d'hypothèse. Et donc, oui, on peut réfléchir aux dimensions peut-être révolutionnaires de tout ça. Oui, on peut réfléchir aux dimensions petites bourgeoises de tout ça.
mais je pense que c'est un peu court, que c'est un peu injuste, et que surtout, c'est le contraire du genre de démarche que je veux vous proposer, qui consiste non pas à mettre un label général sur ces luttes, mais au contraire à voir si elles comportent éventuellement une dimension particulière, une dimension de mouvement social. Alors pour réfléchir à l'unité de ces luttes, certains ont dit, et on entend ça très souvent, elles ont le même répertoire, notion que j'emprunte à Charles Tilly, vous savez, elles ont le même répertoire et en même temps elles utilisent les réseaux sociaux, Internet, téléphone mobile, Facebook, Twitter et toutes ces choses-là. Alors je voudrais vous dire une chose ici qui mérite évidemment discussion, mais je crois que ce n'est pas une bonne réponse à la question qu'on peut se poser de l'unité de tous ces phénomènes, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, tout le monde utilise Facebook, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas une spécificité, elles utilisent, ces luttes utilisent plus ou moins d'ailleurs ces phénomènes. Au passage, je vous signale, j'ai pas la référence sur moi, mais le pauvre Yvon qui n'a plus de quoi écrire. Au passage, je vous signale une étude très intéressante à propos d'Internet. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des émeutes au Royaume-Uni et le pouvoir, et Cameron a dit « Ah, regardez ces émeutes, c'est très intéressant, elles doivent beaucoup à Internet. S'il n'y avait pas eu Facebook, Twitter, les téléphones mobiles, etc., ces émeutes auraient été moins lourdes, moins graves et moins violentes. » Il y a des chercheurs qui ont utilisé des technologies très, très intéressantes, je ne rentre pas dans les détails, enfin en gros qui regardaient où est-ce qu'on avait utilisé Internet, à quelle densité, etc. Et qui ont démontré, ce qui m'a beaucoup étonné, mais c'est exactement le contraire. C'est que l'émeute ne s'était jamais autant étendue et n'avait jamais été aussi importante que là où il n'y avait pas Internet, ou très peu de Twitter, etc. Qu'autrement dit, Facebook, Twitter et tout ça ont accéléré le processus de mobilisation, mais ne l'ont pas laissé atteindre les pics qu'il a pu atteindre ailleurs. Donc je vous dis ça pour vous dire, c'est pas inintéressant de voir comment on peut utiliser ces nouvelles données formidables que constitue l'usage, enfin que constituent qui viennent de l'usage d'Internet, de tout ça, pour faire de la recherche. J'en donne un deuxième exemple. J'ai vu il n'y a pas très longtemps Manuel Castells, dont je parlais tout à l'heure, qui me racontait, il est chargé par la librairie du Congrès, la grande bibliothèque américaine, Library of Congress, il est chargé de les aider à réfléchir sur ce que sera à l'avenir la bibliothèque, leur bibliothèque, et donc la lecture et l'utilisation de la bibliothèque dans 20 ou 30 ans. Une bibliothèque, c'est pas simplement l'accès aux livres, c'est pas simplement l'endroit où on stocke les livres, si je puis dire. C'est aussi l'endroit où on prépare, où on stocke ce dont auront besoin ceux qui veulent lire dans 10, 20 ou 30 ans. Et il m'a raconté que la bibliothèque du Congrès américaine avait acheté tous les échanges sur Twitter de Occupy Wall Street. Pour que si ça vous intéresse, Occupy Wall Street, pour que les chercheurs qui voudront travailler sur Occupy Wall Street dans 10 ou 20 ans disposent de ce matériau particulier. Donc vous voyez, on peut le dire comme ça. Mais on ne peut pas expliquer, me semble-t-il, ces mouvements par ce répertoire, qui est le même répertoire que n'importe quoi d'autre aujourd'hui. J'ajoute enfin un dernier mot sur ce registre. Je parle trop, non ? Encore 5 minutes ? Oui, 5 minutes. J'ajoute enfin un dernier mot sur ce registre, puis je dirai mes dernières remarques ensuite, j'essaierai. Bon, il me semble que le mot d'indignation est un très mauvais mot, car il recouvre des choses tellement variées. C'est un mot très très vague et qu'on n'a pas intérêt à le développer. Mais je laisse ça de côté. Alors, qu'est-ce qui me frappe ? Dans tous ces mouvements, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mouvement social lorsqu'on regarde les demandes de démocratie, lorsqu'on regarde les significations culturelles de l'action. Tous ces mouvements ont une charge culturelle. Premièrement. Deuxièmement, tous ces mouvements ont l'air de nous faire machine arrière par rapport à l'idée de globalisation et de mouvements globaux. Pourquoi ? Dans le monde arabe et musulman, tous ces mouvements se sont définis à l'intérieur du cadre de l'État-nation. Il y avait même des drapeaux tunisiens ou autres dans les mobilisations en Tunisie.
ce ne sont pas des mouvements qui ont dit nous sommes des mouvements nationalistes arabes. Ils n'ont pas parlé au nom de la cause arabe. Ils n'ont pas parlé, ce n'est pas des mouvements religieux au départ, ils n'ont pas parlé au nom de l'islam. Ils ont eu des dimensions de démocratie, ça, dans le cadre de l'État-nation. Et même chose pour les mouvements d'indignados. Il y a bien sûr une forte conscience d'être pris dans des systèmes de globalisation, de néolibéralisme, etc. Mais les acteurs se définissent à l'intérieur d'un cadre beaucoup plus limité. Et donc je trouve intéressant de noter que les mobilisations les plus récentes semblent nous obliger, malgré Ulrich Beck, à accepter de faire un petit peu de nationalisme méthodologique. Ça se joue à l'intérieur d'un cadre État-nation. Pas seulement, et peut-être que pour réfléchir, il faut introduire avec force, si je puis dire, l'idée de globalisation, mais c'est beaucoup moins évident que quand on regarde Seattle, Porto Alegre ou ce genre de grandes mobilisations. Alors, je voudrais arriver à ma conclusion, qui est la suivante. Il me semble qu'il y a dans ces mouvements des dimensions, c'est le boulot des chercheurs de les rechercher. Manuel Castells vient de publier un livre là-dessus, Farhad Khosrow-Khavar en a publié un autre. Il y a des dimensions qui ne sont pas seulement des dimensions politiques, centrées vers l'État, il y a aussi des dimensions proprement sociales et culturelles. Après tout, des dimensions de on veut pouvoir exister, on veut pouvoir construire notre existence, on veut pouvoir maîtriser certaines ressources, etc. Et donc je crois qu'il faut maintenir cette hypothèse. Mais, et Jeffrey me faisait là aussi l'amitié d'évoquer cette partie de mon travail, il faut bien voir qu'un mouvement social, premièrement, a deux faces, et que deuxièmement, peut toujours s'inverser quasiment en son contraire. Un mouvement social a une face qu'on peut appeler lumineuse, c'est pas un très bon vocabulaire, c'est pas très sociologique, une phase de contre-projet, une phase d'utopie, une phase tournée vers, une phase constructive éventuellement, et une phase plutôt défensive, plutôt inquiète, plutôt sombre, et une phase qui peut tourner éventuellement à un certain populisme. Moi j'avais observé ça en Pologne, Solidarność, pour prendre un exemple fort, c'était un mouvement lumineux, c'était vraiment un mouvement qui était dominé au début par cette phase positive du mouvement social, et puis progressivement, parce qu'il y avait la crise politique, parce qu'il y avait la crise économique, j'avais vu le mouvement se durcir, j'ai vu le populisme le gagner, des choses comme ça. Et donc, première hypothèse, n'excluons pas que les significations plutôt défensives montent en force parce qu'on est dans des situations de crise économique, parce qu'on est dans des situations de blocage politique, et parce qu'à la limite même que ça aboutisse à la violence. Donc la première façon de réfléchir à ces acteurs, me semble-t-il, c'est de se demander si ces acteurs ont bien, dans l'hypothèse d'un mouvement social, ont bien deux faces, et se poser la question de la face inquiète, de la face défensive de l'acteur, du mouvement social. Et puis, ces mouvements peuvent aussi comporter ce que, avec Touraine, j'appellerais volontiers des anti-mouvements. C'est-à-dire cette phase où l'acteur devient violent, où l'acteur devient sectaire, où l'acteur devient totalitaire, etc. Et évidemment, ce sont des inquiétudes que l'on peut avoir, surtout quand on regarde les mouvements dans le monde arabe et musulman. Ou si ça n'est pas avoir directement cette face, ou cette inversion, si vous voulez, en tout cas la rendre possible pour que des acteurs venus d'ailleurs viennent incarner cette logique de l'anti-mouvement, qui est la destruction du mouvement, mais qui est aussi sa face complètement inversée. Et donc je pense qu'une sociologie complète, c'est ça que j'ai voulu vous dire, une sociologie complète de ces phénomènes doit premièrement défendre l'idée qu'il y a du mouvement social dans un certain nombre de luttes contemporaines, peu importe lesquelles, j'ai choisi celle-là, mais premièrement qu'on peut garder cette idée, deuxièmement qu'on doit s'interroger sur la face défensive, éventuellement populiste, inquiète du mouvement, et troisièmement s'interroger sur l'idée que quand ce mouvement est en crise, cela ouvre la voie à de l'anti-mouvement. Et bien entendu, si je dis tout ceci, c'est pour vous dire que la sociologie des mouvements sociaux n'est pas à dire béatement vive les mobilisations dans le monde arabe et musulman, vive les mobilisations d'indignés, c'est du mouvement social. Elle doit beaucoup plus dire ça peut être la face de lumière du mouvement social, ça peut être la face défensive du mouvement social, et ça peut, dans ses difficultés, sa crise, etc.,
ouvrir la voie à l'anti-mouvement social. Et je pense que toutes les interrogations qu'on peut avoir actuellement sur l'islamisme peuvent nous mener un peu dans cette image-là. Donc voilà, donc je plaide pour une sociologie du mouvement social. Et ma réponse à Geoffrey, je termine là-dessus, qui me demande si la sociologie des mouvements sociaux est une sociologie générale, je la ferai en 2 temps. Premier temps, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où nous finissons avec l'occidentalocentrisme, l'européo ou l'américanocentrisme, enfin bref, et où nous essayons de voir dans le monde entier quelles sont les catégories qui nous permettent de mieux réfléchir, on est déjà bien plus généraliste qu'on pouvait l'être il y a 30 ou 40 ans. Et puis deuxièmement, il y a un problème, et je crois que la sociologie des mouvements sociaux peut nous aider peut contribuer à sa résolution. Toutes les sciences sociales aujourd'hui, cela me frappe, sont prises dans des logiques qui sont des logiques de niche. Chacun est dans sa niche. Et les gens ne communiquent plus les uns avec les autres en dehors de leur niche. Donc les gens sont très forts théoriquement, les gens ont des réseaux internationaux, mais vous comprenez, le spécialiste de la selle de chameau, c'est un exemple que j'aime bien prendre parce qu'il indique bien une préoccupation limitée, le spécialiste de la selle de chameau en Palestine va connaître les spécialistes de la selle des chameaux dans le monde entier, mais il ne discutera pas avec son voisin de bureau qui est peut-être spécialiste du pétrole au Moyen-Orient ou que sais-je. Bon. Eh bien, je pense que la sociologie des mouvements sociaux est à la fois menacée de s'enfermer dans sa niche pour être une sociologie particulière, alors que ce qui a fait sa force dans le passé, et ce qui devrait refaire sa force dans l'avenir, c'est sa capacité de passer du plus précis, du plus local, du plus étroit, à des choses extrêmement larges et générales. De maintenir le lien avec l'histoire, de maintenir l'histoire avec le lien avec la politique, de maintenir le lien avec des débats beaucoup plus larges. Si elle ne le fait pas, alors elle devient particulière. Mais je crois que ce qui fait notre force, c'est pour ça que je suis très content que vous m'ayez invité, c'est que réfléchir aux mouvements sociaux, c'est pas simplement devenir des bons techniciens de l'analyse de telle ou telle lutte. C'est se demander comment tout ça trouve sa place, et c'est quand même ça l'idée de mouvement social, dans la mise en cause d'orientation très très générale. Et donc je pense qu'elle a au moins la capacité d'être une sociologie générale, et que si elle ne l'est pas, alors elle cesse d'être une sociologie des mouvements sociaux.